C'est un physique que l'on connaît bien depuis 65 ans, qu'il hante les théâtres dans les plus grands rôles classiques et contemporains. Et pour quelques rôles phares à la télévision, comme Lagardère ou encore Robert d'Artois dans Les Rois Maudits. C'est une voix grave et chaude que l'on reconnaît immédiatement au détour d'une chanson impromptue ou d'un doublage de film. C'est une plume récompensée à plusieurs reprises par l'Académie française, notamment. Et puis c'est un homme qui vient se dévoiler dans cette émission VIP. On va découvrir le visage inattendu de la personnalité de Jean Piat. Jean Piat, bonjour et merci de nous retrouver sur KTO. On a eu l'occasion de vous recevoir dans d'autres émissions. Aujourd'hui, c'est VIP. Je parlais des récompenses que vous aviez pu avoir comme écrivain. Il y a eu des récompenses aussi pour votre métier d'acteur. C'est important, les récompenses, dans un métier comme le vôtre? En réalité, il y a eu assez peu de récompenses dans ma vie scolaire. Alors, ah oui, c'est la revanche. Oui, peut-être. Oui. Mais enfin, les récompenses dans la vie, non, dans la vie artistique non plus. J'ai eu un Molière, mais pas comme acteur. Comme du meilleur adaptateur. Meilleur adaptateur, oui. Et bon, voilà, c'est tout. Et j'ai eu des... Curieusement, c'est plutôt sur l'écriture que les récompenses sont arrivées. Oui, l'Académie française vous aime beaucoup, hein? Bah, j'ai de nombreux amis, ça doit être pour ça. Mais bien sûr, évidemment. C'est vrai que vous avez quelque chose de l'ordre du pluralisme des talents, que ce soit pour adapter des pièces, pour les jouer, que ce soit pour écrire. Pas de cinéma, étonnamment. Si, un peu alimentaire. Pendant que j'étais au Français, pendant les 25 ans que j'ai passé à la Comédie Française, j'ai eu quelques films comme ça. Comparé au reste, ça fait très peu de cinéma. Mais je crois qu'on ne fait pas une carrière au cinéma si on n'est pas attentif à suivre les choses. Oui. Et pour être attentif à suivre les choses, il faut avoir la liberté nécessaire pour le faire. Or, quand vous êtes au Théâtre Français, la Comédie Française, c'est un théâtre qui vous emploie et qui, par conséquent, vous contraint. Et c'est la faute ni de l'un ni de l'autre, c'est un état de fait. Donc on n'a pas la liberté pour suivre un peu tout ça. J'ai eu de nombreux confrères qui ont fait du cinéma, mais faire du cinéma, c'est pas faire une carrière au cinéma. Qu'on finit d'ailleurs souvent par quitter le français pour pouvoir élargir cette carrière au cinéma. Ça c'est encore une grande illusion, ça, parce que non, on ne quitte pas le français, pour pouvoir élargir la carrière, on quitte le français pour faire autre chose. C'est ce que vous avez fait, vous, pour faire autre chose. Je fais partie d'une génération à la Comédie Française vous obligez à rester, quand vous étiez sociétaire, un minimum de 20 ans. Maintenant, ils peuvent partir plus tôt. Il y a la liberté d'action extérieure qui est accordée beaucoup plus tôt que c'était pas un calvaire, quand même, ces 20 ans. Non, au contraire. Mais vous savez, quand vous entrez dans un couvent, c'est pas un calvaire, c'est une volonté. Oui. Donc, c'était un peu conventuel comme ambiance. Mais il n'y avait pas à se plaindre, car vous savez que quand vous entrez jeune au Théâtre Français, il y a un répertoire à votre disposition. Vous ne courez ni le cachet, ni la pièce, ni le rôle, ni les relations. Tout est là. Alors, si vous êtes capable d'assumer ce territoire, d'entrer dans ce territoire qui vous est proposé, vous y entrez très naturellement. Moi, j'ai fait des débuts officiels en 48, alors que j'étais rentré en 47. Dès 48, je faisais des débuts officiels dans le Figaro du Barbier. Ensuite, j'ai attendu quelques années, parce que bon, c'est très normal qu'on fasse ses classes et qu'on porte quelquefois des hallebardes au lieu de jouer des grands rôles. Mais je doublais Charon, j'ai doublé Robert Manuel, je jouais les mêmes rôles qu'eux. Et puis un jour, bon, est arrivé Ruy Blas, en 1960, alors que j'étais entré en 47, 13 ans plus tard, j'ai joué Ruy Blas et là ça a éclaté. C'était une mise en scène de Rouleau, de Raymond Rouleau qui était un très grand metteur en scène de cette époque-là. Et la réussite de Ruy Blas a été pour moi une marche d'escalier déterminante, oui, parce que de là, si vous voulez, j'ai joué à la fois le Mariage Figaro, ensuite Cyrano, que j'ai joué pendant 8 ans, et surtout ça a débouché la télévision, car je crois que les rôles, ce sont un peu comme c'est une famille, les rôles. Il y a la famille des grands valets, des grands premiers rôles, etc. Il y a la famille des ingénus, il y a la famille tout ça, des jeunes premières. Et moi, j'étais dans cette famille qui part de Don César, qui est une espèce d'aventurier fantasque et lyrique, et drôle en plus. Et puis ça débouche très naturellement sur Cyrano, qui débouche très naturellement sur Robert d'Artois. C'est la même chose. Entre Robert d'Artois et Don César de Bazan, il n'y a pas tellement d'écart. Alors, qu'est-ce que vous avez appris au français? Qu'est-ce que... Aujourd'hui, vous dites, tiens, aux Français... Ah oui, carrément, c'est toutes les bases. Tout, parce que vous savez, on prend une sorte de discipline intellectuelle quand vous avez un professeur qui queue, etc. De mon temps, il y avait Leroy. Moi, j'étais avec Béatrix Dussane, qui était une femme extrêmement érudite et extrêmement connaissant la littérature française et étrangère d'une façon tout à fait originale. Et par conséquent, on retient ça. Et c'est ça, la formation d'un professeur. C'est pas ABCD, mais le professeur essentiel, c'est le public. Et je ne dis pas ça pour faire joli, c'est parce que quand vous êtes sur scène, et si vous respirez
Vous savez, être sur scène, c'est être à la fois totalement donné à un rôle et en même temps en écoutant ce que votre action provoque, c'est-à-dire l'attention du spectateur. Si tous vous êtes tranquille, c'est qu'il s'ennuie. Si vous entendez les sièges craquer, c'est qu'il y a un monsieur qui cherche. Aujourd'hui encore dans les salles, bien sûr. Vous arrivez à savoir si le public s'ennuie. Mais bien sûr, si vous n'avez pas une oreille, alors c'est pas un coup d'accélérateur, c'est au contraire quelquefois au contraire de décélérer. Ça dépend. C'est ça l'instinct. Un acteur, c'est un être d'instinct. Et par conséquent, il sent que le bois craque. Il se dit, tiens, il va pleuvoir. Bon, il y a quelque chose. C'est comme ça. On est en compétition constante avec une attention ou une inattention du public. Et ça, c'est la meilleure école. Mais enfin, on fait quoi ? Quoi ? On fait quoi quand on sent, tiens, ce soir, on change, le public n'est pas là imperceptiblement. C'est pas aussi net que ça, si vous voulez, mais on sent très bien que, bon, bah, ce soir j'ai mal attaqué, etc. Alors on essaie on se reprend, on est plus vigilant. Vous savez, le public à la fois vous accueille et vous gifle. Hein. Il y a les deux aspects. C'est ça le secret de votre forme épatante? Non, le secret de la forme épatante, c'est que... Une caresse, une gifle, une caresse, une gifle. Peut-être, mais c'est surtout, si vous voulez, que c'est un métier un métier physique. Jouvet disait c'est 5% de transpiration pour 95%. C'est 95% de transpiration pour 5% d'inspiration. Et c'est vrai qu'il ne faut pas trop intellectualiser les rôles. C'est surtout un don de soi. Et par conséquent, il faut transpirer, c'est très bien, c'est très sain. Vous dites qu'un acteur, c'est quelqu'un, je vous ai entendu dire ça, qui donne de la joie. Bien sûr. Vous reliez ça à la joie. Mais je ne dis pas que ce soit uniquement le fait des acteurs. Je crois que l'art, en général, qu'il soit art pictural, musical ou théâtral, l'art, en général, est fait pour... Nous sommes au service de la joie des autres. C'est essentiel. On n'est pas. Vous savez, l'homme politique est au service peut-être de la joie sociale ou du bonheur social des êtres. L'acteur, l'artiste, est là pour lui apporter une heure ou une minute ou un quart d'heure ou 3 heures d'oubli et de. Bon, c'est le musicien, c'est l'art suprême, c'est la musique. C'est vous le rôle que vous vous fixez en tout cas. Ah, mais c'est pas que je me fixe, c'est que je ressens ça très fort. Ma mission, si vous voulez, ma mission presque spirituelle, presque sacrée, c'est de me dire, je dois être vigilant parce que des gens sont venus pour assister à un spectacle. Il faut donc que je leur donne ce qu'ils sont venus acheter, c'est-à-dire une espérance et un bonheur de quelques heures. Avec les nombreux rôles que vous avez joués, que ce soit au théâtre ou filmé, est-ce que vous avez, malgré les années qui passent, des répliques qui vous assaillent toujours ou des scènes qui vous poursuivent? Est-ce que, pourquoi celle-là plus qu'une autre, à la limite, on ne sait pas, mais est-ce que ça vous arrive, ça? Ça, bien sûr. Pourquoi cette réplique? Pourquoi cette scène? Parce que je crois que ça correspond ou à un instant ou à un état d'humeur ou d'esprit à cet instant-là. Je ne peux pas vous donner d'exemple, mais si vous lanciez sur quelque chose, je vous dirais oui. Cyrano, par exemple, il vous habite encore? Vous l'avez joué 8 ans? Bien sûr, d'autant plus que je me suis amusé à faire sur Cyrano disons un spectacle à partir de Cyrano. Au lieu de jouer Cyrano à 50 comme la pièce l'exige, on est 3. Et par conséquent, je me suis amusé à blaguer là-dessus. C'est un directeur de théâtre qui m'accueille en me disant qu'est-ce que vous faites là, etc. Bon, bref, je lui dis j'ai une idée à vous proposer, c'est Cyrano. Il dit vous êtes fou de Cyrano, peut pas, j'ai pas les moyens nécessaires, etc. Je dis non, mais on est 3, c'est simplement ça. Mais vous êtes trop vieux pour jouer. Et on joue sur la vieillesse car c'est parti d'une réflexion un jour de Pierre Freinet. Pierre Freinet était un immense acteur. Et un jour, je l'avais entendu dans cette fameuse scène dont ne badine pas avec l'amour de Musset. Que tous les garçons et les filles d'ailleurs ont appris au conservatoire, soit pour Camille, soit pour Perdican. Et je l'avais entendu à la radio. J'étais jeune acteur, je devais être au conservatoire plus ou moins comme ça, etc. J'avais donc 21 ans, 22 ans. Et je vais le voir un soir dans une pièce au théâtre de la Michaudière. Je lui dis, je vous ai entendu avant-hier ou il y a 8 jours dans On ne badine pas avec l'amour, vous étiez merveilleux. Et il me dit en souriant, oui, mais je n'ai plus l'âge du rôle. Et comme un crétin, je lui réponds seulement à la radio, ça ne se voyait pas. Il a éclaté de rire. Enfin, éclaté de rire comme Freinet pouvait éclater de rire. Ça donnait quoi, alors? C'était assez restreint. Il m'a dit, écoutez, Pierre, vous verrez, c'est quand on n'a plus l'âge des rôles qu'on se sent parfois le plus apte à les jouer. C'est vrai? Et c'est vrai. C'est vrai, parce que vous savez, c'est comme, comment vous dire, c'est comme une photo qui est restée un peu dans votre crâne, dans la mémoire, vous la revoyez, c'est surprenant. Mais là, ça n'est pas une photo, c'est une sensation que vous avez dans le crâne, c'est-à-dire le copain que vous avez habité quelque temps, c'est ce personnage-là, ce copain que vous avez habité quelque temps, il a vécu en vous sans que vous le sachiez. Et il a vieilli avec vous. Et brusquement, on s'aperçoit que ce qu'on faisait avant, ça servait à rien, c'était du travail inutile, mais qu'il est là tout seul, il vient tout seul comme ça. Et c'est vrai qu'on se sent plus apte à le jouer, seulement on n'a plus l'âge. Et c'est ça le problème. Alors aujourd'hui, vous faites une pièce qui s'appelle
La Maison du Lac, c'est vous d'ailleurs cette pièce qui l'avez adaptée. Ça vous plaît, ça, adapter les pièces, hein? Bah oui, parce que je me sers du talent des autres, c'est extrêmement facile. Et en même temps, vous pouvez vous servir le rôle dont vous rêvez peut-être aussi, non? Oui, ça permet de tailler le costume à ses mesures, ça c'est vrai aussi. Je crois que vous l'avez adapté avec votre fille, hein? Avec ma fille, oui. Dominique. Alors, cette pièce, vous la jouez avec Maria Pacôme. Il est question, il y a différents thèmes qui traversent la pièce, mais notamment de rapport père-fille. Qu'est-ce qui vous a plu exactement? C'est pour ça que j'ai travaillé avec ma fille. Avec votre fille, pas tant qu'à faire. Parce que, bon, on disait, enfin la légende dit que le couple fille et père, Jane Fonda et Henry Fonda, qui ont été les créateurs du rôle au cinéma en tout cas, avec Katharine Hepburn, il y avait des problèmes entre Fonda père et Fonda fille. Donc, bon, on peut s'apercevoir qu'à travers l'histoire de la pièce, le roman de la pièce, on peut s'apercevoir qu'effectivement, il y avait des problèmes. On peut penser que Jane Fonda, qui a produit le film, a eu envie de dire à son père, voilà ce dont j'ai souffert avec toi. Mais au lieu de lui dire directement dans la vie, elle le lui dit à travers une œuvre dramatique, à travers un film. Et c'est pour ça que j'ai travaillé avec ma fille, parce que, bon, je suis un homme et j'ai 2 filles, dont l'une, l'aînée, certainement a eu... disons, je sais pas moi, complexe ou problème. Oui, peut-être pas les mêmes dans le même état de crise, si vous voulez. Mais ce qui m'amusait, c'est que de temps en temps, elle me disait, mais tu te rends pas compte, mais ça a été pour moi très, très difficile à vivre. Bon, et ça, c'était intéressant pour moi parce que c'était une assurance de vérité dans ce qu'on essayait de transcrire. Car la pièce, si vous voulez, la pièce est une pièce qui a été écrite il y a 35 ans, 40 ans par un monsieur qui s'appelle Eric Thompson en Amérique. Et il en a fait un film, d'ailleurs. Enfin, il a en tout cas fait le scénario du film et il a certainement lui aussi repris des choses personnelles. Mais il y a évidemment 40 ans d'écart, donc il y a un petit peu un certain vieillissement. Et moi, ma fille et moi, on s'est un petit peu basé sur le film. On a repris des éléments du film pour les intégrer dans la pièce et je crois que ça donne un rythme beaucoup plus grand et plus rapide. Et ce thème du temps qui passe, parce que ça parle aussi beaucoup du oui, il y a le couple, elle et lui, c'est-à-dire les deux vieux amoureux, les 2 vieux amants qui sont mariés depuis presque 50 ans, 48 ans en tout cas. Et ça, c'est une histoire. Bon, des gens me disent maintenant, mais vous croyez que ça peut encore exister? Oui, bien sûr que ça peut encore exister. Il y a encore des gens qui sont mariés depuis 50 ans. Des gens qui s'aiment au long cours. Bien sûr, bien sûr. Et que la tendresse a uni peut-être au moins autant que la passion amoureuse ou sexuelle. Oui, il est évident que oui, moi je suis totalement optimiste. Je crois complètement à l'amour profond et sincère de 2 êtres qui font le parcours jusqu'au bout. Ce qui n'empêche pas de s'engueuler d'ailleurs, comme dans la pièce, les deux vieux, enfin les deux personnes âgées, disons. Et je disais donc, oui, ce thème du temps qui passe, c'est forcément, quand on est un acteur qui est en pleine santé comme vous, mais quand même d'un certain âge, c'est un thème qui vous travaille, ce temps qui passe ou pas du tout? Non, c'est vrai. Vous savez, on a des ennuis le matin quand on se lève, on se sent un peu rouillé. Là, par exemple, j'ai une crise de rhumatisme, ça m'agace beaucoup parce que je marche pas bien. Mais à part ça, non, je n'y pense pas. Mais pour moi, si vous voulez, actuellement, je ne sais pas si c'est une question comment dire, de sagesse ou de spiritualité qui m'habite, mais ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un parcours complet. Donc, pour moi, la mort est un sentiment pratiquement constant, quotidien, mais c'est pas un sentiment d'inquiétude. C'est-à-dire que le parcours est déjà fait. Le parcours est fait, je ne peux pas faire plus. Ce qui arrive après sera forcément que du bon. Ce qui arrive après, c'est la fin. C'est-à-dire rejoindre ceux que j'ai aimés ou ceux qui m'ont aimé, etc. Rejoindre ceux ou celles, peu importe, mais rejoindre les gens qu'on a connus, c'est ça l'espérance finale. Et un jour, d'ailleurs, c'était au Liban, ça, c'est une phrase que j'ai jamais oubliée. Je le disais à un de mes amis prêtres, mais c'est pas celui dont je parle actuellement, c'est l'évêque de Beyrouth. Qui me demandait de nouvelles de ma santé, etc. Je disais, vous savez, il y a un âge où on sent que le mur se rapproche. Et il me regarde, il me fait, ah non, pas le mur, puis il y a le pont. Et c'est vrai que c'est très joli. Oui, c'est très joli, bien sûr que c'est très joli. Il y a l'idée de la traversée, on passe à autre chose. Le passage à autre chose, c'est-à-dire à ce à quoi on croit. C'est-à-dire la vie éternelle, si tant est qu'il y ait cette croyance absolue en nous. Mais que vous n'avez jamais caché votre croyance en Dieu. Vous savez, non, j'appartiens à l'Église chrétienne, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de croyance sans doute. Il y a des instants de doute. C'est ça d'ailleurs qui renforce à la fois la recherche, l'envie de se conformer à ce qu'on a reçu étant petit, mais aussi c'est pas une ligne droite sans chaos pour qui que ce soit. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis sincèrement
fidèle à la foi, prêtre ou pas prêtre, mais bon, il y a toujours des traversées difficiles, quoi. Il vaut mieux prendre les passages piétonniers plutôt que traverser hors des clous, si vous voulez, c'est un petit peu ça. Et on peut pas vivre une vie entière sans penser que, ah oui, bon, d'accord, mais est-ce que, enfin, le doute vous habite, quoi. Comment vous l'avez rencontré, vous, Dieu? C'était une éducation de jeunesse? C'est pas une rencontre, c'est une continuité. Je fais partie, ma génération, moi je suis né en 24, donc ma génération, si vous voulez, ne se posait pas tellement de questions. On faisait la première communion privée, on faisait la première communion, on était très naturellement au catéchisme, etc. Tout ça était dans l'ordre normal des choses. Bon, c'était l'exigence de laïcité n'avait que 25 ans d'écart de temps, si vous voulez. Depuis, bon, les choses se sont un peu plus, non pas compliquées, mais définies d'une façon différente. Mais j'appartiens à cette génération-là, donc on ne se posait pas de questions. Mais j'imagine que vous l'avez quand même remise en cause, cette foi. Non, c'est pas une remise en cause, au contraire. Non, je suis sur un chemin qui est plus ou moins... De temps en temps, je sens que la lumière ne m'éclaire pas, et de temps en temps, je sens au contraire que la lumière m'éclaire. C'est une route, elle n'est pas spécialement droite, elle est... Alors il y a des arbres de temps en temps qui empêchent la lumière de passer, etc. Mais non, mais je ne me pose pas de questions. J'ai l'espérance qui est en moi. Et c'est pour ça que quand je vous dis, j'ai le sentiment à l'heure actuelle, pour moi, que mon parcours est complet, dans le sens que, bon, j'ai eu une vie d'homme, j'ai eu des enfants, j'ai eu une carrière, je ne peux pas faire plus dans le domaine artistique que ce que j'ai fait, j'ai reçu les dons nécessaires pour accomplir mon chemin. Et voilà, l'âge venant, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas espérer plus ni mieux. Vous avez perdu votre épouse en 2005. Est-ce que le fait d'avoir perdu ce témoin précis de votre vie et cet amour-là, même si cet amour-là n'est pas perdu, mais est-ce que ça vous donne justement envie d'y aller plus au galop vers cette nouvelle vie ou c'est pas forcément lié? Non, cette protection... Ça fait peut-être moins peur? Oui, c'est ça. C'est le sentiment de rejoindre quelqu'un, oui. Mais ma mère aussi. Moi, j'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans. Et j'ai connu un jour un de mes amis qui me disait, vers la cinquantaine, « Ma mère me manque ». Je comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. J'en avais, moi, 30 à cette époque-là. Bon, ma mère me manquait, mais j'avais 30 ans, donc en pleine évolution, en pleine montée sociale ou professionnelle. Donc, je ne ressentais pas ce manque-là. Mais maintenant, si, depuis des années, je ressens ce manque-là. Et à la fois, je ressens le manque, mais bon, j'ai retrouvé une vie sentimentale acceptable et profonde. Mais ce qui manque, c'est remplacé par quelque chose d'un petit peu bizarroïde qui m'habite profondément. C'est le sentiment d'être protégé. C'est un peu vaniteux ce que je vous dis là, mais j'ai le sentiment d'être protégé. J'ai toujours eu le sentiment qu'une présence féminine était au-dessus de moi. Féminine, oui, parce que c'est pour ça que je parle de ma mère. Parce que j'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans, mon père était complètement déphasé, écroulé, etc. Et c'était la guerre, c'était en 41. Donc, elle m'avait permis, elle, de fréquenter pendant 8 jours un cours d'art dramatique, en cachette de mon père, quand j'avais 16 ans. J'avais fréquenté un cours d'art dramatique pendant 8 jours. 8 jours, c'est pas long, hein. Mais j'avais eu cette rencontre-là. Ça peut suffire à créer une planète, hein. Et je me demande si vous voulez, quand j'ai dit un jour, je vais faire du théâtre, mon père m'a répondu, je veux bien, mais il faut peut-être faire quelque chose de sérieux à côté. J'ai eu l'impression que ma mère me guidait, qu'elle m'a fait peut-être entrer dans la carrière sans que je le veuille, car je sors de Sainte-Croix. Je fais ma philo à Sainte-Croix, je sors de Sainte-Croix. J'avais passé mon bac un peu attardé, parce que j'avais passé à la session de septembre. Je sors en octobre, donc j'avais un mois que j'avais quitté Sainte-Croix, etc., sur lequel, d'ailleurs, il y avait une tradition à Sainte-Croix, en classe de philo, à la fin de l'année scolaire, chaque élève indiquait ce qu'il était en mesure de faire, ou ce qu'il avait envie de faire, ou ce qu'il espérait pouvoir faire. Et moi, j'avais mis le mot théâtre, je ne sais pas pourquoi. Vous deviez être le seul, non? Le mot théâtre, pourquoi? Pourquoi dire à Sainte-Croix, à 18 ans et demi, faire du théâtre? Je ne sais pas pourquoi. J'ai mis le mot théâtre. Parce que c'est le seul mot qui vous rattache à maman? Enfin, un mot en tout cas qui vous rattache à maman? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est totalement instinctif, mis le mot théâtre. Et un mois après avoir réussi mon bac de philo, je rencontre un ami de mon frère qui me dit, un monsieur qui cherche des acteurs pour partir en tournée. J'y vais. Il me dit, vous êtes acteur? Je dis, vous voudriez devenir acteur? Si c'est possible, qu'est-ce que vous savez? Une fable de La Fontaine. Je lui dis, ma fable de La Fontaine, je suis engagé.
La tournée n'est jamais partie parce qu'il y avait des problèmes autour de tout ça, mais je rencontre là, au sein même de cette petite rencontre, je rencontre une jeune femme. Donc c'est déjà un premier élément féminin, et je dis ça en tout bien tout honneur, il n'est pas question de quoi que ce soit. C'est une jeune femme qui me dit, si vous cherchez du travail, allez voir les Tournées Barrées. Je vais voir les Tournées Barrées, qui était une organisation très officielle des grandes tournées en France. Il y avait Carceinti et Barré. Je vais voir Barré, là je tombe sur des professionnels qui me disent, qu'est-ce que tu viens foutre? C'est un métier de fainéant, c'est un métier de chômeur, c'est un métier qui queue, qu'est-ce que tu veux? Et tu sais quelque chose? Oui, quoi? Une femme de La Fontaine. Eh ben vas-y pour ta femme, je suis engagé. Je suis engagé, ils n'ont pas voulu faire du théâtre, c'est le théâtre qui est venu à moi. C'est pour ça que vous dites que vous êtes devenu acteur par hasard? Par hasard, oui, complètement. Mais un peu guidé quand même. C'est là où je vous dis, présence féminine, le sentiment de ma mère. Bon, et pour rassurer mon père, à qui j'ai dit un jour de faire du théâtre, qui m'a répondu, je veux bien, mais il faut faire quelque chose de sérieux à côté, pour le rassurer, j'entre sans le vouloir. J'entre sur audition à la Comédie Française. Car je suis mis à la porte du conservatoire pour raison disciplinaire, et donc je n'étais pas en mesure de concourir, donc je n'étais pas en mesure d'avoir un premier prix, donc je n'étais pas en mesure d'entrer éventuellement à la Comédie Française. Mais il se trouve que la Comédie Française avait déjà un petit œil sur moi, puisqu'elle était en pleine refonte en 47, étant donné que la troupe avait été bousculée par la guerre. On me demande une audition en juin 47, je me présente avec le Barbier de Séville, je suis reçu. Et j'entre en septembre, je commence ma carrière, ma vie professionnelle pendant 25 ans de théâtre français. Et là, le sentiment aussi d'une présence féminine qui fait que papa était rassuré, puisque je devenais fonctionnaire d'après lui. C'est une manière de voir les choses. Oui, en tout cas, c'était la sienne. Vous avez sur vos genoux un texte que vous nous avez apporté. Ah oui, ça oui. Je vous ai proposé un petit moment de lecture dans l'émission. Et vous nous avez amené, je m'attendais à du Guitry, vous avez amené du Musset. Je vous ai amené Musset parce que c'est le Musset polémiste, c'est le Musset qui parle un petit peu du mal du siècle et le mal qui a atteint à la fois les adultes et la jeunesse. Votre voix, Jean. Votre voix, elle est quand même... Il en donne les motifs, enfin il dénonce les maux dont souffre la société du 19e siècle. Vous allez voir que c'est pas très loin de nous, à quel point. Ça a été écrit dans les années 1840 ou un truc comme ça, et il dénonce. D'abord le grand, dit-il, d'abord le grand fléau qui nous rend tous malades, le seigneur journalisme et ses pantalonnades. Ce droit quotidien qu'un sot a de berner 3 ou 4 milliers de sots à déjeuner. Ça c'est pour la télévision, on a l'impression d'assister à la grand-messe du 20h à la télévision. C'est pour généraliser. Le seigneur journalisme et ses pantalonnades. Vous vous rendez compte à quel point ça a pris une influence. Bref. Et il continue. Puis nos discours pompeux, nos fleurs de bavardage, l'esprit européen de nos coqs de village. Ce bel art si choisi d'offenser poliment et de se souffleter parlementairement. Assistez, si vous voulez, aux questions d'ordre du jour à l'heure actuelle à l'Assemblée, vous aurez compris tout de suite. Et ensuite, alors, il dénonce quelque chose de beaucoup plus grave. Ensuite, un mal profond. La croyance envolée. La prière inquiète, errante et désolée. Et pour qui joint les mains, pour qui lève les yeux, une croix en poussière et le désert aux cieux. C'est clairement exprimé. Hein. Très bien dit, très bien. Ensuite, alors là, il entre un peu dans les idéologies. Puis un mal dangereux qui touche à tous les crimes, la sourde ambition de ces tristes maximes, qui ne sont même pas de vieilles vérités et qu'on vient nous donner comme des nouveautés. Vieux galons de Rousseau, défroques de Voltaire, Carmagnole en haillons volés à Robespierre, charmante garde-robe où sont emmaillotés du peuple souverain les courtisans crottés. Cherchez à qui ça ressemble, vous verrez tout de suite. Et enfin, c'est une conclusion à tout ça. Le poème s'appelle « Sur la paresse », c'est un éloge de la paresse. La conclusion est celle-ci. Il n'est que trop facile à qui sait regarder de comprendre pourquoi tout est malade en France. Je vous rappelle que ça a été écrit en 1840. Le mal des gens d'esprit, c'est leur indifférence. Celui des gens de cœur, leur inutilité. Mais à quoi bon venir prêcher la vérité, dit-il, et devant des badauds étaler sa faconde. Amis, vous qui voyez vivre et qui savez comme vous, dont l'habileté fut d'être un honnête homme, à vous s'en vont ces vers, au hasard ébauchés, qui voudraient encore moins s'ils étaient plus cherchés, mais de vous les envoyer, il m'a pris fantaisie, afin que vous sachiez comment la poésie a vécu de tout temps, et que les paresseux ont été quelquefois des gens aimés des dieux. Pour moi, les paresseux dont parle Musset sont les artistes. Et c'est vrai que, oui, cette dénonciation-là, elle est extrêmement claire et c'est très proche de ce que nous vivons. Moi, je trouve ça très rassurant pour la simple raison que quand on dit « tout va mal », non. Est-ce que ça a été bien à un moment donné? On ne sait pas, mais ça dépend en tout cas de nous essentiellement.
C'est-à-dire... Ce qu'il dit notamment sur le vide spirituel est absolument... Enfin, tout, hein, mais particulièrement actuel. Je vous les répète, parce que ça vaut la peine. Quoi. Je veux bien. Et pour qui joint les mains, pour qui lève les yeux, une croix en poussière et le désert aux cieux. Bon, ça ne touche pas une religion quelconque, ça touche la spiritualité, ça questionne les gens. Bon, on ne peut pas vivre que de pain et d'argent et d'eau fraîche. Il y a aussi quelque chose au-dessus de nous. Chez vos contemporains, vous le ressentez beaucoup, ce désarroi, puisque je crois que c'est Je me demande si c'est pas une grande part du désarroi actuel. La société actuelle est une société terriblement, comment vous dire, presque simpliste. Elle ignore. Regardez à quel point la Russie soviétique que j'ai connue, moi je suis allé en 54 et en 64 en Union soviétique avec la Comédie Française. Bon, il est évident qu'on vous disait les églises, bon, ça n'existe plus. Vous savez, la superstition ici, c'est parce qu'il y a des gens très âgés, etc. Bon, le régime s'écroule. Qu'est-ce qui se passe? On voit brusquement la spiritualité, elle revient immédiatement. Vous avez un monsieur qui s'appelle Poutine qui, à l'heure actuelle, est reçu ou reçoit les arguments spirituels d'une église qui n'a jamais cessé d'exister malgré les contraintes, malgré les difficultés. Donc, c'est que l'homme a besoin de ça. Il ne mange pas que du pain, quoi. Il mange tout de même aussi. Enfin, il a besoin de regarder un peu vers le ciel. Vous y êtes très attentif. Hein. Et d'ailleurs, oui, bien sûr. Les artistes sont forcément plus attirés à ça. Même si quand vous avez des artistes, comédiens ou autres, qui sont attirés par le domaine politique, c'est une forme de spiritualité aussi. C'est une forme, si vous voulez, une recherche de transcendance, peut-être. Oui, de transcendance et aussi d'améliorer ce qu'on croit pouvoir améliorer de la société. Or, bon, il faut se dire que chaque génération a eu envie d'un monde meilleur. Quand vous prêtez votre voix pour un spectacle, comme par exemple Le Sourire de Massabielle, qui est un spectacle sur Bernadette de Soubirous, Bernadette de Lourdes, vous prêtez, on comprend bien, gratuitement, votre voix. Vous le faites parce que quoi? Parce que vous êtes catholique, ou vous le faites parce que vous sentez qu'il y a une mission en tant que comédien et catholique, et non pas comédien catholique? Enfin, vous le faites pourquoi? Il y a ces raisons-là. C'est-à-dire, d'abord, la qualité des textes. C'est indispensable. Ça commence par là, bien sûr. Parce que si vous n'avez pas un texte de qualité, vous n'avez pas l'impression de bien manger, de bien marcher. Or, un beau texte, ça se mange et ça se mâche avec la même délectation qu'un beau fruit ou qu'une tarte aux pommes ou parce que vous voulez. Bon. Mais ça, c'est la première condition. Mais la deuxième condition, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression de servir à quelque chose. Si des gens croient à quelque chose, je suis le pont, justement, entre ce qu'ils attendent et ce qu'ils espèrent. Vous êtes le passeur. Et ce qu'on leur... Oui, un petit peu. Mais sans vanité, sans me prendre la tête, etc. Mais je crois faire œuvre utile pour des gens qui, justement, ont besoin de recevoir un message comme celui-là. En 2009, ce sera l'année Bernadette. Le spectacle Le Sourire de Massabielle va d'ailleurs tourner. Et je me trompe si je dis que c'est un spectacle du Père Labaki ou... Non, c'est-à-dire c'est une de ces comme pas religieuse mais presque, parce qu'elle qui est proche de là, qui s'appelle Trémollet, la petite Laetitia Trémollet, qui a écrit ça. Elle m'a donné son texte, on a retravaillé un petit peu ensemble, on a enregistré ça pour faire une espèce de CD, enfin de disque, à la disponibilité de qui le voudra, mais c'est surtout parce qu'elle avait l'espérance, elle l'a encore d'ailleurs l'espoir, de faire un spectacle animé avec la voix, et par conséquent d'animer tout ça, enfin de montrer ce qui s'est passé, la façon dont on n'a pas reçu du tout les visions de Bernadette au départ. Ça a été très difficile, jusqu'à l'instant où, elle a parlé, elle a dit, mais la voix qui me parlait m'a dit, je suis l'Immaculée Conception. Or, le dogme de l'Immaculée Conception venait d'être déclaré absolument certain et consacré par le pape à ce moment-là, mais 3 ou 4 ans plus tôt, donc elle ne pouvait pas connaître ça. Bernadette, c'est un personnage dans l'Église qui vous parle particulièrement, ou il y a d'autres figures, d'autres saints qui vous parlent plus? Il y a d'autres. Je suis allé très peu de temps, mais je suis allé à Fontcombault. Ah, à l'abbaye, oui, magnifique. Je suis resté une nuit et une journée, enfin, et j'ai été très frappé par cette espèce de silence d'abord qui existe, et qui est à la fois un silence, de son, mais aussi un silence de repos de l'esprit, etc., où on pense à des choses. Et j'ai vu tous ces prêtres, non, ces moines, et leurs prières constantes, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer à leur récréation entre 1h30. Vous avez été convié, alors? J'ai été convié, oui. Alors là, on pouvait parler, puis c'était la récréation. Et très curieusement, j'étais avec le Père Labaki, d'ailleurs, à cet endroit-là. Alors, on va quand même redire après rapidement qui est le Père Labaki. Je vous dirai après qui est, oui. Très curieusement, il m'a poussé en me disant, dites-leur les vers que Guitry
à 10 ou cinquantenaire du lycée Janson, alors qu'il était un très mauvais élève, etc. Je n'ai jamais eu un public aussi fervent et aussi amusé, aussi intelligent, si vous voulez, soyons clairs. Et ensuite, on a pu parler, j'ai été frappé de la gaieté. Le visage de la foi, c'est un visage gai. Parce que c'était un texte assez drôle de Guitry que vous leur avez livré. Là, je suis en dehors du texte de Guitry, oui. Le texte est drôle, bien entendu, mais c'est surtout, si vous voulez, les conversations qui ont suivi avec le Père Abbé, etc., et quelques-uns des autres moines, c'est ce visage de la foi qui est un visage de beauté intérieure, et qui est un visage de rire, de sourire, de bonheur, quoi. C'est incontestable. Le sont-ils 24 heures par jour? Je ne sais pas. Mais ce que j'ai vu là, c'est impressionnant. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Ils cultivent soit la terre, soit tout ça, 8 heures de travail, 8 heures de prière et 8 heures de repos. Et en souriant, il disait, le seul truc sur lequel on puisse prendre un peu de temps, c'est le temps de repos. Alors il y a quelquefois un peu plus de prière, un peu plus de travail que de repos. Mais bon, c'est leur vie, etc. Mais c'est extraordinaire. On sent que ces visages vous accompagnent, qui sont là, que ces visages vous accompagnent, ces visages de moines souriants. Mais est-ce que, par exemple, les monastères ou les églises sont des lieux de ressourcement pour vous? J'allais dire refuge. Les églises vides. Les églises vides, oui, parce que si vous voulez, je fais partie, c'est pas ma faute, je suis un homme de spectacle. Et le spectacle de la messe à l'heure actuelle ne me remplit pas toujours de joie. Oui, mais le spectacle varie d'une église à l'autre, quand même. Oui, il varie d'une église à l'autre, mais il y a quand même une constance, c'est-à-dire le rite. Et je trouve que le rite est d'une grande tristesse. Enfin, ça fait partie de mes dadas, je ne veux pas développer ça parce que je risque de choquer. Mais la messe n'est pas un bon spectacle quand j'en reçois, si vous voulez. J'ai eu de temps en temps, j'étais avec, on va parler du Père Labaki, que j'ai rencontré il y a plus de 20 ans. Donc un prêtre maronite libanais. Prêtre maronite libanais, très exactement. Et qui m'a conforté intellectuellement un jour, parce qu'il y avait une réunion comme ça à Versailles, de 1000 ou 1500 jeunes gens et jeunes filles, et il y avait plusieurs intervenants sur la foi, sur la littérature, et sur le théâtre. Moi, je représentais l'intervenant sur le théâtre. Et puis, on a posé à Labaki la question rituelle, si Dieu existe, pourquoi les guerres, pourquoi les crimes, pourquoi Auschwitz, pourquoi tout ça? Et il a répondu une chose très simple, écoutez, il y a des millions d'années que l'eau existe, et il y a toujours des gens sales. Bon, ça a été un éclat de rire de ces jeunes gens et jeunes filles qui avaient compris de quoi il s'agissait tout de suite. Et c'était une réponse dynamique et absolue. Il y a toujours des gens sales. Bon, ben c'est tout le problème. Pour que les gens soient propres, faut-il que les églises soient remplies? Faut-il que les rites soient meilleurs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la jeunesse actuelle ne peut pas être émue par la cérémonie de la messe. Je parle de la jeunesse, les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 12 ans. C'est difficile. Ça ne leur parle pas. C'est une jeunesse de l'ordinateur, c'est une jeunesse de l'image, c'est une jeunesse de la technique. Alors, leur parler de tout ce qui s'est passé, bon, commenter l'évangile, oui, mais c'est loin, c'est loin. Mais qu'est-ce que vous feriez, vous, si on venait vous consulter, vous êtes comédien, il y a des textes à dire dans une messe, etc. Mais j'ai dit un jour, il n'y a pas très longtemps, à un de mes amis prêtres, au fond, vous devriez demander à des acteurs d'enregistrer l'évangile, ils le diraient mieux que les prêtres. Quand vous obligez un prêtre à chanter l'évangile, bon, on ne peut pas lui demander de chanter comme Caruso ou comme... C'est sûr que fait comme vous. Donc, mais je ne dis pas que ce soit une solution. C'est pas moi, je suis pas un donneur d'idées sur ce plan-là, puis je ne me permettrai pas de donner des idées. Mais je crois que l'Église a besoin de réfléchir, que l'époque n'est plus la même, et que la jeunesse a besoin d'être touchée par la grâce, touchée par l'esprit, touchée par la spiritualité, et il faut chercher. Il faut chercher l'émotion aussi, qui peut être un vecteur. Enfin, la beauté est un vecteur de créer foi aussi. Quelque chose qui fasse que des gosses qui sont plus attirés par l'ordinateur et par les machins, les jeux vidéo, etc., soient brusquement, ils soient en arrêt devant quelque chose. Et c'est possible. Seulement, il faut trouver. Je ne sais pas quoi, mais il faut réfléchir. L'Église a besoin de réfléchir sur son avenir, me semble-t-il, et sur le rite à trouver, parce que qu'est-ce que c'est que la jeunesse? C'est demain. Par conséquent, si on veut que l'Église chrétienne ait la même dynamique, il faut se donner le mal, sans doute, d'aller chercher vers la jeunesse à l'heure actuelle. Et c'est pas les garçons de 15-20 ans. Eux, c'est déjà fait. Mais c'est avant. Mais vous seriez prêt à mettre la main à la pâte? Oh, ben, j'ai plus l'âge de ça. Mais si je pouvais rendre service dans ce domaine, je le ferais volontiers. Quelles sont les valeurs auxquelles vous tenez particulièrement? Ou celles auxquelles vous ne tenez pas du tout? Qui sont contre-productives? Ce qui est contre-productif, c'est de se dire que
Ça ne va pas bien, ça va mal. C'est une notion complètement inutile. Pourquoi ça va mal? C'est à cause de nous-mêmes. C'est pas... Il y a la parole de Kennedy qui disait un jour, je parle de celui qui a été assassiné il y a très longtemps en Amérique, ne vous demandez pas ce que vous faites ce que fait votre pays pour vous, demandez-vous ce que vous faites pour lui. C'est une phrase d'une grande sagesse, c'est incontestable. On ne peut pas évidemment demander toujours au pays de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Donc il faut de temps en temps se dire... C'est ça qui m'agace un peu. C'est cette espèce de négationnisme, ça va pas bien, ça va tout ça pour des raisons politiques. Si c'est à droite qui est gouverné, la gauche n'est pas d'accord, si c'est à gauche, la droite n'est pas d'accord. Bon, tout ça, ce sont des vœux pieux, bien entendu, mais il est tout de même nécessaire de comprendre que cet écrasement quotidien par les radios, par les télévisions, de les médias, négatives... Les journalistes dont parle Musset oui, au début de son texte. Vous savez, le bonheur se vend mal, tandis que le malheur se vend bien. C'est toujours plus... J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, la conclusion d'un colloque comme ça entre journalistes à la télévision. Et en rigolant, l'autre dit, et en plus ça s'est mal terminé. Alors en plus, bon, bah ça voulait dire c'était bon comme nouvelle puisque ça s'est mal terminé. Ça se serait bien terminé, ça n'intéresse personne. C'est-à-dire la littérature du bonheur, comme on dit, n'intéresse pas les critiques littéraires. Non, et puis il y a surtout que ça frappe les esprits. C'est que brusquement on se dit ça va mal puisqu'on nous dit que ça va mal. Donc les médias ont leur part de responsabilité à prendre. Bien entendu. Et c'est pour ça que vous êtes acteur et vous créez de la joie. J'espère. En tout cas, vous essayez d'être d'être un vecteur de la joie. Ne rejetons pas tout sur les médias. Non, mais il y a nous-mêmes. Il y a nous-mêmes. J'ai bien compris. Mais l'assistanat, si vous voulez, ça crée des dégâts. C'est-à-dire que ça crée, au fond, on se dit, bah, pourquoi on se cassera la tête puisqu'on va toucher, etc. Bon. Non, oui, si, bon, peut-être, mais... Action, action, action. Pas uniquement en bourse, mais action qu'on accomplit soi-même. Vous avez joué, vous avez adapté une pièce qui s'appelait L'Affrontement. C'est-à-dire pour cette pièce-là que vous avez reçu un Molière, si je ne m'abuse. Et dans cette pièce, il y avait donc un prêtre d'un certain âge confronté à un jeune séminariste qui, pendant toute la pièce, etc., discutait finalement de choses un peu brûlantes dans l'Église. C'était pas du tout quelque chose de blasphématoire, sinon vous ne l'auriez pas fait. Non, sûrement pas. S'il fallait cracher sur la croix, je ne l'aurais pas fait. Voilà, c'est quelque chose, une phrase que vous redites qui est claire. Ouais, ça, c'est votre très position clair, est affirmée. D'ailleurs, vous dites que les cathos, ça n'affirme pas assez. Il faut que ça affirme, que les prêtres doivent mettre des cols romains, qu'il faut affirmer qu'on est catho. Écoutez, le costume au théâtre est une réalité importante. C'est important, on met un costume pour représenter un personnage du XVIIe siècle ou de l'Antiquité, etc. Et quand vous le mettez en veston, c'est une autre stylisation, mais c'est quand même un costume. Mais alors, par exemple, vous avez, c'est la rosette de la Légion d'honneur, ça. Ah oui, ça, oui. Ben... Voilà, alors, mais pourquoi vous ne mettez pas une petite croix autour du cou? Déjà ça suffit largement. Alors, montrez-moi ce que vous avez dans votre poche. Allez. Oh, si vous voulez, je dois avoir mon permis de conduire, et de l'autre côté, ça doit Tout à l'heure, vous m'aviez sorti une petite bourse avec quelque chose de oui, ça, c'est autre chose, ça. Là, pour le coup... Ah, ça, c'est mon objet, comment vous dire, c'est pas fétiche, c'est mieux que ça. Ça m'a été donné au Liban par mon ami, le père Labaki. Qui est quelqu'un d'important dans votre vie, je ne sais pas si on l'a bien compris. C'est un homme que j'ai rencontré il y a 20 ans, et qui était le curé d'Anoradour-sur-Glane, qui était au Liban. Je cherche la paroisse d'Amour, oui, c'est ça. Et il avait écrit un livre là-dessus, et un jour, quelqu'un m'a demandé ce que je pouvais faire là-dessus. Moi, je pouvais pas faire autre chose que de prêter ma voix, et on a disséqué son livre, et on a fait un petit disque. Qui racontait quoi? Le drame de Damour? On peut peut-être le résumer. Le drame de Damour, ça a été l'écrasement au moment de la guerre du Liban, au moment de la guerre civile du Liban, c'était l'écrasement de cette paroisse, etc. Je ne veux pas entrer dans le domaine politique, mais ça a été très dur. Ça a été très dur. Et ensuite, il a pu recréer ici en France, en Normandie, à Douvres-la-Délivrande. Il a pu recréer une espèce de petite unité libanaise libre, libre de toute contrainte. Un village, en fait, une sorte de village. Oui, une petite unité où il y avait quelques 25 ou 30 orphelins, et qui sont restés quelques années ici, jusqu'au moment où le Liban a retrouvé un peu de paix, etc. Ils ont réintégré tout ça, et il a créé un orphelinat. Là-bas, orphelinat, c'est pas le terme. Un foyer de jeunes gens et jeunes filles, de toute confession, aussi bien... islam que chrétien, etc. Le but étant de créer une famille. Et il a créé une famille là-bas, et il a placé ça sous le signe du Padre Pio.
Qui est un personnage, vous, qui vous parle, Padre Pio? Ah oui, ça me parle à travers lui, à travers le Père Labacchi. Comme il a placé son foyer sous le signe de cet homme, Padre Pio, qui est extrêmement connu maintenant dans le monde et surtout en Italie. Bien là, c'est Padre Pio sur la médaille? C'est lui, oui, c'est lui. D'accord. Je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est assez lointain. Je le vois parce que vous me le dites, mais je vois effectivement une figure. C'est le visage, c'est le profil de Padre Pio, oui. Qui est donc cet homme, ce prêtre italien qui a reçu les stigmates. Exactement, qui a reçu les stigmates, c'est-à-dire qui est très connu, très connu. Et c'est ce petit sachet qu'il m'a donné un jour avec les 3 médailles de Padre Pio que je porte constamment sur moi. C'est pas de la superstition, je crois que c'est de la foi. Quand on met la main dans la poche, ça veut dire quoi? Une petite prière, ce que je sais. Et ça veut dire simplement que j'ai l'impression d'être sous la protection de quelque chose, d'une part, c'est très rassurant. Bon, protection d'une part, tiens, j'ai perdu mon verre de lunettes, mais je vais me débrouiller. Oh, mais c'est la vie, ça, ce sont des choses qui arrivent. Le rattraper. Les émissions de télé ne sont pas parfaites. Et non, c'est surtout les lunettes qui ne sont pas parfaites. Mais ça va, voilà, ça y est, c'est remis en place plus ou moins bien, plus ou moins mal. Enfin, je verrai ça plus tard. Mais oui, ça m'a été donné par cet homme et ça ne me quitte pas. Et quand je ne l'ai pas dans ma poche, il me manque quelque chose. Et donc, je me débrouille pour ne pas oublier ça, comme on n'oublie pas ses clés ou son portefeuille. Donc c'est la fameuse croix qui n'est pas autour du cou dont je vous parlais tout à l'heure, quand il faut s'affirmer avec des signes. Oui, ça je peux pas, parce que c'est comme les alliances, je peux pas non plus, parce que quand on joue des personnages différents, ils n'ont pas tous des croix oui, des alliances ou des alliances aux doigts, aux mains, donc non, c'est... Mais c'est vrai que le fait de jouer l'affrontement, et cet affrontement entre un prêtre qui avait de sa mission apostolique une vision un peu ralenti, si vous voulez, qui était donc rebousculé par la jeunesse de l'autre qui voulait devenir séminariste, mais qui lui avait des idées sur les réformes à appliquer à l'Église. Et qui n'est peut-être rien d'autre que le même prêtre plus jeune. Enfin, c'était un petit peu ce qu'il il avait l'impression de voir sa jeunesse, oui, voilà. Qui lui aussi avait eu des idées sur la façon Mais le monolithisme de l'Église, la rudesse de l'Église, faisait que lui avait cédé à tout ça et que l'autre, lui, ne cédait pas. Et que, ne cédant pas, il était écrasé par il ne serait jamais prêtre, mais que son action à lui, jeune homme, avait redonné au vieux prêtre l'envie et l'exigence qu'il avait perdue avec le temps, avec l'âge. Et c'était assez beau comme thème, que c'était le passage d'une génération à une autre, mais c'était la régénération du vieux par le jeune, quoi. Ça vous a fait avancer ou progresser, même vous? Ça m'a fait réfléchir, parce qu'on ne peut pas jouer ça innocemment. Oui, parce qu'il y avait des thèmes sur, je sais pas moi, l'accession au sacerdoce des femmes, sur le mariage des prêtres, etc. Donc j'imagine que ça gamberge dans la tête. On se dit, mais et moi, j'en pense quoi? Oui, d'ailleurs, j'ai souvent pensé que l'évolution future serait celle-là. Vous pensez ou souhaitez? Souhaiter, il ne m'appartient pas de souhaiter. Ce serait, si vous voulez, excessif. Je ne suis pas un homme d'excès. Non, je ne suis pas... vous êtes en même temps indiscipliné. C'est un certain excès, ça, d'être indiscipliné. Oui, mais c'est pas la même chose. Indiscipliné dans ma vie personnelle, oui. Mais je ne me reconnais pas le droit de dire faut faire ça. D'accord. Mais en revanche, je me reconnais le droit de dire vous devriez réfléchir très attentivement à ça, c'est-à-dire mariage des prêtres, oui, sacerdoce des femmes, oui, mais ça dépend beaucoup plus des femmes en réalité que des hommes, car les femmes sont en mesure à l'heure actuelle d'accéder à tous les emplois et toutes les perspectives occupées avant par les hommes. Le jour où elles décideront que le sacerdoce a pour elles un intérêt missionnaire ou un intérêt personnel, ça se fera. Mais est-ce que c'est bien aux femmes de décider ça? Vous savez, le problème, moi je me suis... Il y a des raisons supérieures aussi qu'on ne sait pas toujours expliquer, mais qui fait que ça ne s'est pas fait. La raison supérieure, c'est que le Christ, c'est un homme, d'une part, et que l'Église est épouse. Et que la consécration, c'est celle du sang et du corps du Christ. Bon, donc mais il y a une symbolique. Est-ce que la femme ne peut pas transmettre ce symbole? Je sais que je choque et je heurte des gens en disant ça, et ça m'est arrivé d'ailleurs d'avoir des discussions assez chaudes là-dessus. Je fais le courrier, moi. Oui, non, mais peu importe, l'important n'est pas que ça se fasse pas, l'important c'est que ce soit plus ou moins médité, réfléchi. Est-ce que l'Église va bien? Oui ou non? Ça dépend d'où on parle. En France, on pourrait dire non. Dans d'autres pays, ça va beaucoup mieux. Certes, mais nous sommes français et nous habitons la France. Nous sommes européens et nous habitons l'Europe. Nous sommes nombrilistes. Alors, par conséquent, est-ce que tout va bien dans ce domaine? Oui, non. C'est à vous de réfléchir, à vous de répondre. Si ça va bien, on ne touche rien. Si ça ne va pas, il faut réfléchir à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est important, malgré tout, c'est qui fait l'enfant? C'est la femme. C'est la mère.
Qu'est-ce qui a sur l'enfant une importance et une influence considérable au départ de la vie? C'est la mère. Donc, elle pourrait, si elle était prêtre, avoir une influence sur l'enfant qui a été fait. J'ai juste élargi un petit peu le débat, mais on sent que la femme, d'une manière générale, que ce soit votre mère, d'autres femmes que vous avez rencontrées, que vous avez fait progresser dans votre métier, votre épouse, etc., reste un thème récurrent. Bien sûr. C'est la Vierge Marie, j'imagine. Bien sûr. C'est un visage important. C'est notre mère à tous. Oui, non, mais c'est vrai. La femme, pour moi, professionnellement, sans entrer dans le domaine équivoque de quoi que ce soit, professionnellement, je dois beaucoup aux femmes. C'est incontestable. Mon professeur était femme, ma première directrice était femme, ma seconde directrice était femme, la première pièce que je jouais en sortant du théâtre français, c'était une pièce de femme, etc., etc. C'est tout le temps comme ça. Donc, moi, je crois beaucoup à l'influence féminine en ce qui me concerne. Mais c'est pas en ce qui me concerne. C'est l'influence féminine qui est déterminante. C'est la femme et l'avenir de l'homme, disait le grand poète, etc. Bref, mais peu importe, c'est pas la formule qui compte, c'est un constat. À partir du moment où la femme décide d'être une femme politique, elle est une femme politique, et elle est aussi influente et aussi utile, aussi nécessaire même à la vie sociale que n'importe quel homme. C'est évident. Donc le jour où elle décide d'entrer dans ce domaine de la religion, elle posera la question, elle frappera à la porte. C'est bien 2 filles que vous avez. Oui, la preuve. Je pourrais avoir 2 garçons. Vous leur dites quoi? J'ai été opéré une fois dans ma vie. Je rencontre un professeur de médecine qui me dit, bon, alors pour l'anesthésie, ça et ça et ça. Bon, et c'était un monsieur. Et j'ai été opéré par une femme. Et quand je suis arrivé dans la salle d'opération, une jeune femme s'est penchée vers moi en me disant, le professeur Intel est retenu par une opération plus longue, c'est moi qui vais procéder à l'anesthésie. Et ça m'a rassuré parce que c'était une femme. Qu'est-ce que je peux pas vous dire autre chose. C'est comme ça. C'est pas parce que pourquoi vous êtes femme, ça pourrait être un homme. Qu'est-ce que je pourrais être en face d'un homme? Mais non, ça me va très bien. Quand vous m'avez dit, vous pouvez parler de ça, on parlera de ce que vous voulez. Alors ces deux filles qui ont fait leur vie de femme, là, j'imagine, aujourd'hui, vous leur avez appris quoi? Enfin, quelle était la chose absolument essentielle que vous vouliez leur faire passer? Est-ce que vous aviez compris, vous, de la vie, et que vous vouliez leur faire passer pour que... Voilà, qu'elle grandisse. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je leur ai jamais dit il faut faire ça, ça et ça. Non, mais vous pouvez montrer un exemple ou, je crois ou suggérer des choses plus ça subtilement. Suffit. On est un exemple je crois que je suis comment vous dire, un honnête homme, quoi. Un honnête homme qui a fait son métier le mieux possible. Ça fait très 18e, ça, honnête homme, très non? 18e, oui, pourquoi pas. Ouais. C'est même 17e. 17e, c'est ce que j'allais dire, c'était même avant, 17e. Non, oui, c'est ça, je n'ai pas... Si vous voulez... Je crois qu'en 64 ans d'existence professionnelle, j'ai réussi à échapper à ce qu'on appelle le cabotinage ou un truc comme ça. Je n'ai jamais eu l'impression d'un vedettariat ou un truc comme ça. Sans vouloir faire luire vos chaussures, je suis assez d'accord. Bah oui, c'est comme ça. D'ailleurs, vous ne pouvez pas les faire reluire, c'est des baskets. En tout cas, c'était un écueil à éviter, vous êtes contente d'avoir évité. Quel est enfin peut-être l'échec qui vous a le plus marqué, sinon affaibli, mais en tout cas marqué? Est-ce qu'il y a eu des échecs vraiment dans votre vie? Honnêtement, non. Je vais vous dire, c'est un peu prétentieux, mais j'ai pas eu le sentiment des échecs. Sauf une fois, une pièce que j'ai jouée, que j'aimais beaucoup, que j'avais adaptée de l'italien, qui avait été créée par Marcello Mastroianni. Comme je ne me sentais pas très éloigné en âge et en fonction de Marcello, j'avais accepté non seulement de m'occuper de cette pièce, mais en fait de l'adapter. Et puis, c'était un type qui s'accrochait avec son fils et qui décidait de rentrer dans une maison de retraite. Et là, mais c'était la description dans la deuxième partie de la pièce de la maison de retraite de cet endroit, quelquefois difficile pour des êtres, que ce soit hommes ou femmes. Et c'était sinistre, je dois dire. C'était une pièce sinistre. Un échec, mais quoi. Forte. Oui. Forte. Moi, j'étais très content de jouer ça. Et on m'a dit, non, alors vous, dans une maison de retraite, un vieux machin, c'est pas possible. J'étais pas encore en âge de jouer les vieux machins, et pourtant, il n'y a pas tellement longtemps, il doit avoir 4 ou 5 ans, ce truc-là. J'avais déjà les 80 ans nécessaires pour être crédible, mais bon, ça n'a pas collé. Ça a été un échec, mais enfin, c'était pas un grave échec, parce que c'était pas misérable, c'était une pièce qui valait la peine d'être montrée au public. Mais ça a été montré à peu près 78 fois, ce qui n'est pas beaucoup. Quelles sont les démons que les années n'ont pas assagi? La colère. La colère, j'ai encore des impatiences. Un homme de révolte. Oui. Qui vont s'exprimer sur quel sujet? Révolte, c'est un grand mot. Je dirais plutôt colère. Oui. Sur quel sujet, par exemple? Sur tous les sujets. Vous avez l'air tellement calme, là, tellement serein. Je ne vais pas me mettre à vous engueuler. Vous êtes charmante, il n'y a aucune raison de commencer à appliquer une colère. Je suis solide. Non, vous n'y arriverez pas. Mais il n'y a pas de motif, d'abord.
C'est pas gratuit, la colère. La colère, c'est quelquefois contre soi-même, d'ailleurs. Vous savez, j'ai joué il y a quelques années, peu d'années, il y a 2 ou 3 ans, je crois, Amadeus. Ah oui, je l'ai vu, avec Laurent Deutsch. Voilà, exactement, qui était une pièce sur Mozart, enfin bon, etc. Très beau thème. Et de répéter devant l'ensemble des 20 acteurs qui allaient composer ce spectacle, ça se passe sur une petite salle de répétition grande comme votre studio à peu près, et j'avais l'impression de passer une audition devant des mômes de 20 ans. Et ça m'horripilait considérablement. Et dès que j'en avais un qui bougeait, etc., j'avais envie de l'engueuler. Un jour, c'est parti très fort, etc. Bon, c'était pas leur faute, ils étaient là, ils n'étaient pas uniquement là pour me regarder répéter. Mais quand vous répétez, vous n'êtes pas en bon état. Vous répétez, donc c'est-à-dire que le costume n'est pas encore fait, ça va pas, ça vous gêne partout, le texte ne vient pas, et là on a envie on s'engueule intérieurement d'ailleurs, et quelquefois on ne fait pas que s'engueuler intérieurement, on engueule l'objet de celui qui a bougé, qui s'est gratté la tête ou qui a mangé un sandwich, etc. Bon. Et là j'avais j'ai encore des colères saines et puissantes, mais ce sont des motifs souvent professionnels. Si on devait vous totémiser, vous donner un nom d'animal, est-ce que ce serait le mouette? Le mouette étant le masculin de la mouette. Le mouet. Vous dites le mouet. Ah, mais j'ai pas la prononciation moi sur le livre, c'est pour ça. Non, mais ça c'est une erreur. On aurait dû donner ça. Le mouet. Mais l'origine de ça, si vous voulez, c'est qu'on peut penser qu'à l'origine il n'y avait que des mouets. Et puis que brusquement les mouettes se sont dit mais pourquoi il y a que des mouets? Il y avait des mouets mâles et des mouets femelles. Ah oui, elles ont voulu féminiser le nom. Alors elles ont féminisé leur nom. C'est à la première montée par les oiseaux de la féminisation, si vous voulez, des choses, comme on féminise maintenant Madame l'instituteur, Madame la ministre, ou la professeuse, ou l'écrivaine, enfin toutes choses que je trouve totalement inutiles. Déjà les gosses ont du mal à retenir l'orthographe normale des choses. Si on leur dit la professeure, faut mettre un mu à la fin, bref, c'est un luxe inutile. La féminité ne s'impose pas uniquement avec les mots mis en féminin. Donc c'est un peu ça qu'on a satirisé. Petit livre avec Françoise Dorin, plein de légèreté, quand les mouettes nous volent dans les plumes, petit dialogue de plage chez Plomb, c'est vrai que c'est bien pour... C'est très modestement intitulé Dialogue de plage, parce que c'est une très petite drôle, blague. C'est très léger. Oui, je ne crache pas dessus. Il y a des petites phrases absolument savoureuses, je vous le recommande pour une lecture assez rapide. Plagiste. Assez plagiste, si vous voulez. Est-ce que vous avez un rêve inachevé, Jean-Pierre? Non, oui, bon, et ce sera ma dernière question. Professionnellement, oui, j'aurais bien voulu faire un film à la hauteur de ce que j'ai fait à la télévision, par exemple, ou au théâtre. Parce qu'au théâtre, j'ai quand même eu des chances exceptionnelles, des rôles exceptionnels, aussi bien classiques que modernes, etc. Bon, j'aurais voulu faire un film qui marque un peu les esprits. J'ai fait de la télévision, ça m'a compensé. Parce que Les Rois Maudits, on m'en reparle encore après 30 ans. Et j'ai fait Les Jeunes Filles de Monterland, qui sont 2 films très beaux, qu'on voit un peu moins parce que c'est moins populaire. Mais ce sont des choses. Il y a ce petit regret-là, c'est un petit bémol, on va dire. C'est un petit bémol, oui, j'en ai pas de grave, non. Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite alors? La même chose que dans le précédent, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Vous savez, je ne souhaite qu'une chose, c'est pouvoir jouer jusqu'à la dernière minute de ma vie. Non pas mourir en scène, ça veut rien dire. La scène, c'est pas fait pour mourir, c'est fait pour vivre. Mais que je puisse rencontrer le bonheur d'apporter un peu de bonheur à travers des rôles à des gens qui sont venus pour ce soir-là se réconforter un peu, quoi. Adjugé. Vous avez ma bénédiction pour tout ça. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je vous bénis à mon tour. Merci. Puis à très bientôt. Très volontiers.